La seule manière qui fait que ces personnes continuent à diriger, ne serait-ce qu'en entreprise, c'est parce qu'elles ont le bâton pour battre. Le travail paye mieux que le don. Vous avez entendu? On a de grandes idées, de belles stratégies qui sont cohérentes. Mais quand il s'agit de faire, il n'y a personne. Bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Et bien sûr, je suis la personne brillante, inspirante et charismatique qui va vous aider. Je suis Naboufal, bonjour. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et aujourd'hui, j'ai un invité, mais pas des plus petits, j'ai un grand invité. C'est vrai que j'ai eu des grands invités, mais là, c'est le top level, le high charisme. Mister Gilles Attaï, cher grand frère, comment vas-tu? Merci d'être là. Je vais très très bien, Nabou. Merci. Quel plaisir de t'avoir. Quel plaisir d'être ici avec toi. Tu ne peux pas comprendre le goût de ça. C'est très gentil. C'est très gentil. C'est très gentil. Il y a longtemps qu'on avait prévu de faire ça. Oui, on avait prévu ça. On le fait enfin aujourd'hui. Non, je suis très très contente. Moi aussi. Je vais te demander de te présenter. Qui est Gilles Attaï? Alors moi, je suis Gilles Aïkoué Attaï. Tout à fait. Je suis un Africain passionné de mon continent. Je travaille depuis maintenant, n'aie pas peur, depuis 40 ans. Le 5 août cette année, ça fait 40 ans que je travaille. À côté de ça, ça fait 40 ans que je suis avec Mariama, qu'on est mariés, qu'on a formé notre petite famille. Ma chérie Mariama, ma grande sœur chérie. Ça fait 40 ans que je travaille, mais ça fait vraiment 20 ans que j'ai décidé consciemment de travailler pour mon continent, l'Afrique. Et donc, tout ce que je fais, dont on va certainement parler aujourd'hui, converge vers une seule chose. Participer à la création d'une masse critique d'Africains conscients, parce que ce continent a beaucoup plus, en réalité, comme potentiel que ce qu'on voit comme réalisation. Comment amener plus Africains à avoir confiance en eux, à arrêter tous ces complexes d'infériorité, à se regarder pour les personnes que nous sommes, pour qu'enfin nous acceptions ensemble d'avancer vers ce qui nous a été promis et qui est atteignable. Donc, je travaille beaucoup sur des choses comme ça, je fais de la formation, je fais des conférences, je fais beaucoup de choses, je voyage de manière extensive sur ce continent et ça me garde jeune. Me garde jeune et alerte. Voilà. Merci beaucoup. Alors, moi, je me rappelle, je garde au souvenir ce jour où tu es venu me voir à Kinshasa au bureau et tu me dis, écoute, mon livre va sortir. Les 51 pratiques du leadership. Ça, c'était l'édition, la première édition. La première édition. Livre qui est là, que j'ai eu entre les mains, la première édition, il y a je ne sais plus combien d'années. Hein. Il y a, je crois, 2010, je ne sais plus. Il y a longtemps. En tout cas, c'était à Kinshasa. Et j'ai parcouru le livre, très riche, beaucoup de choses. Ensuite, j'ai été là où j'ai toujours la chance d'être là quand il y a des grandes choses que tu fais, des choses pour la communauté, hein, je dis. Hein. Afrique Consciente, qui est une vision extraordinaire auquel j'ai adhéré tout de suite et participé à l'édition de lancement, l'édition qui a réveillé quelque chose en nous tous, je pense. Le 19 mai 2018. En 2018, absolument. Donc, et aujourd'hui, je vois qu'il y a ce nouveau livre, Être un bon chef. Donc, moi, c'est mon fil rouge pour moi. Il y a la carrière que je connais dans les grandes institutions internationales. Tu es quand même un pur produit, Coca-Cola, société de télécom. On ne va pas dire les télécoms parce que vous ne sponsorisez pas. Coca-Cola, on va dire parce qu'on a pitié de vous. Donc, mais ton parcours est inspirant. Tu es quand même une personne d'inspiration. Moi, je t'appelle toujours mentor, tu sais, parce que pour nous, tu es un mentor. Aujourd'hui, tu es dans l'accompagnement, la formation, le développement des compétences à un niveau très, très charismatique. Qu'est-ce qui t'a amené à passer de ce corporate-là à, comme tu le dis, tu travailles depuis 40 ans, 20 ans de corporate et 20 ans pour ton continent, pour cette conscientisation, pour le développement des compétences du continent avec tes convictions. Qu'est-ce qui t'a amené? Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, peut-être que je vais t'en citer 3. Je vais d'abord commencer par un événement qui n'a pas à voir avec les hommes, et puis après, 2 types d'hommes que je vais donc citer. La première chose, je vais pour la première fois en Asie et je vais en Malaisie et surtout à Singapour. Et je réalise
que ce qu'ils ont fait là-bas, on peut le faire chez nous. Mais que nous n'avons malheureusement pas le niveau de conscience qu'il faut pour y arriver et que nous ne donnons pas, on va en parler certainement, suffisamment de place à l'éducation pour que notre Afrique, elle change. J'arrive en Malaisie, je comprends que les personnes de Singapour, qui est une ville-pays, ce sont des gens qu'on a chassés de Malaisie pour aller faire Singapour. Et sous le leadership éclairé de Lee Kuan Yew, on transforme un pays en quelque chose d'extraordinaire. J'ai la chance d'aller, de visiter le Leadership Center de Lee Kuan Yew, de rencontrer des personnes là-bas. Et je me rends compte que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour réussir. D'ailleurs, il faut savoir que la Malaisie, à l'époque, n'était même pas, il y a encore 60 ans, au temps des indépendances, n'était même pas au niveau où nous étions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça amène chez moi un ensemble de questionnements, et c'est ça qui va donner d'ailleurs naissance à Afrique Consciente. Puis après, je dois citer 2 groupes de personnes. Le premier groupe de personnes, ce sont mes parents. J'ai vu mon père faire, et j'avoue que malheureusement, bien que j'ai perdu mon père à un âge, quand même moi, assez avancé, je n'ai pas bien compris l'homme. Je crois que j'ai compris papa sitôt qu'il est parti. Et je conserve cette phrase-là qui dit que tant que le grain de blé en terre ne meurt, il ne peut pas produire. Je pense que c'est quand papa est parti que ça dégageait devant moi un horizon et que j'ai compris ce que l'homme faisait avant. Et papa a laissé beaucoup de choses qui me donnent envie de faire bien. Et ma mère également, que je ne peux pas oublier. Donc, il y a mes parents. Et puis, du côté purement professionnel, j'ai travaillé avec un grand Africain, le docteur Mo Ibrahim, le père de Celtel, qui est devenu après Zen, puis maintenant Airtel. Ce monsieur a fait des choses devant moi que j'ai eu envie d'imiter. Donc, quand tu as le choc de la Malaisie et surtout de Singapour, quand tu as la grâce d'avoir eu les parents que j'ai eus, la femme que j'ai épousée, les enfants qu'on a, la famille que j'ai, qui sont pour moi un support émotionnel incroyable, et quand tu as pu travailler pour un grand monsieur comme Dr. Mo Ibrahim, c'est pas très difficile ce que je fais en réalité, parce que j'ai eu tous les maîtres qu'il fallait, j'ai eu toutes les inspirations qu'il fallait, et donc aujourd'hui je poursuis un chemin dans lequel je suis très content, et je n'ai aucune pénibilité, malgré les voyages incessants, les conférences, les ateliers que nous donnons. Je crois que je rajeunis de jour en jour, parce que la tâche, elle est immense devant. Moi, je crois profondément que plus on est actif et plus on rajeunit. Ah, je rends grâce à Dieu pour ça. Et que le fait d'être... moi, j'ai toujours dit que la retraite, c'est une arnaque, en fait. Absolument. Je te jure, c'est une arnaque. Je te crois. On doit être actif. J'aime bien des fois des gens qui me disent... J'ai un monsieur qui vient qui me dit, vous n'êtes pas fatigué, genre, à votre âge, et quel âge j'ai? Je dois être fatigué, pourquoi? Maintenant, même, je suis en forme. Absolument. Et il te demande, mais comment vous faites pour avoir de l'énergie? Mais j'ai de l'énergie, je suis dans l'action. Absolument. Donc, c'est important ce que tu dis, c'est inspirant, parce que travailler pendant 40 ans, c'est pas 40 jours, quoi. Non, c'est 40 ans. Et apporter, parce que travailler pendant 40 ans, c'est apporter de la valeur ajoutée à la communauté. Et je puis te dire, Nabou, que ici, je suis meilleur que je n'ai jamais été. Absolument, bien sûr. Top level. Je suis au top niveau de ce que je suis capable de faire. Même si le corps, physiquement, ne répond plus comme avant, voilà, c'est un peu plus lent, la machine se met plus, mais une fois que c'est un diesel, mais une fois qu'on est parti, après ça, c'est très, très fort. Voilà. Alors, inspiré par ces personnes-là, quelles sont les grandes leçons qui t'ont amené à te tourner vers la valeur ajoutée et donner de la valeur au... Il y a tellement de choses. Je vais rapidement dans ma tête en choisir 3. La première chose, c'est la perspective. Un homme qui n'a pas la bonne perspective se trompe en chemin. La perspective. J'ai observé ces hommes, donc j'en ai cité 3, père, mère et Mo, mais bien sûr, j'ai d'autres personnes dans ma vie. Et j'ai compris en les regardant que la perspective est une chose très importante. Devant une situation, tu as une personne qui va s'écrouler et l'autre qui va prospérer. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas vu la même chose, alors que la même chose est devant elles. Et devant les deux, la perspective. La deuxième chose, je le dis parce qu'on travaille tous dessus, je ne suis certainement pas le meilleur modèle dedans, mais c'est l'humilité. L'humilité est une grande qualité que je vois chez les grands hommes, les grandes femmes, les personnes qui font des transformations durables, ce sont des personnes humbles.
Et la troisième chose, c'est tourner vers les autres. Ah oui, je suis croyant comme toi, certainement. Et ces livres ne peuvent pas nous mentir. Et on peut l'expérimenter. Sitôt que ta vie est tournée vers les autres, il s'arrange pour que toujours tu reçoives plus. Alors pour ceux qui ne croient pas en Dieu, on va même dire la nature. La nature va conspirer pour que tu en aies suffisamment afin de continuer le travail que tu as commencé. Et donc ces trois choses... Oh, thank you. Tu m'as enjaillé là. Ah oui, donc ces trois choses, elles sont là. Peut-être j'ajouterais quand même une autre, le travail. Il faut beaucoup travailler. Vois-tu, Nabou, tu prends deux personnes. Une personne qui est douée, mais qui ne travaille pas. Une personne qui n'est pas douée, qui travaille, fera mieux. Le travail paye mieux que le don. Mais si en plus tu as le don et que tu peux travailler, champion du monde. Wow. Je répète ça. Le travail paye mieux que le don. Vous avez entendu? Une personne douée qui ne travaille pas restera moyenne. Le don la portera jusqu'à un certain niveau, mais un palier qu'elle ne dépassera jamais. Une personne qui n'est pas douée, mais qui a conscience de l'importance du travail, ira plus loin qu'une personne douée qui ne travaille pas. Le travail porte plus loin, bien plus loin que le don. Alors si en plus, vous avez un don, que vous travaillez dans la matière que vous aimez, champion du monde. Wow. Ouais. Alors je récapitule ce que tu as dit, hein, les trois leçons que tu as énumérées. Oui. Tu as parlé de la perspective, donc la façon dont on voit les choses. On a dans la même situation, oui. Deux personnes peuvent... Une peut prospérer, une peut péricliter. Absolument. Ça dépend de sa perspective qu'elle se donne. Absolument. La deuxième chose, tu as parlé de l'humilité, qui est une qualité des grands hommes. Oui. La troisième chose, le don de soi, la générosité. Absolument. Plus on donne, plus on reçoit. Et moi, j'y crois complètement. Absolument. Parce qu'on donne, on reçoit en permanence. Absolument. Et la quatrième chose dont tu as parlé, c'est le travail. Être doué, c'est bien, mais travailler, c'est encore mieux. Absolument. Waouh, c'est très riche. Donc, je pense que tu apportes beaucoup à mes auditeurs. Là, ils apprennent énormément. Alors, tu es quand même reconnu comme un spécialiste du leadership en Afrique. Oui. De l'accompagnement en leadership. Tu fais partie des grandes têtes dans ce secteur, reconnu. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on met leadership dans toutes les sauces. Tu vois, aujourd'hui, la multiplication de formateurs, les gens mettent leadership dans tout. Concrètement, si toi, tu devais donner une définition de leadership, ce serait quoi? Alors, je vais même aller un peu plus loin, Nabou, si tu permets. Je vais même essayer pauvrement de définir leadership et puis management. Absolument. Parce que les deux ça permettra de ensemble, clarifier les choses. On va clarifier les choses. C'est très bien. Tirer et pousser ne sont pas les mêmes gestes. Tirer, attirer, amener à, inspirer, c'est du leadership. Donc, le leadership permet d'inspirer, d'amener à faire, de donner envie. Ça, c'est du leadership. Le management, donc ça, c'est tirer, on tire. Le management, c'est plus pousser, c'est gérer, contrôler, évaluer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les deux qualités sont complémentaires. Il nous faut des hommes d'inspiration pour nous donner envie de faire ce qui est grand. Et donc des leaders qui nous inspirent, qui nous amènent, qui nous tirent, qui nous élèvent. Il faut du leadership. Mais il faut aussi du management pour contrôler, pour exécuter, pour faire et faire faire, pour contrôler, pour évaluer, pour changer de cap. Donc aujourd'hui, le malheur, c'est que tout le monde dit « je veux faire du leadership ». C'est bien. Mais s'il n'y a personne pour faire et exécuter, on ne va nulle part. Et on parlera tout à l'heure de mon livre. Parce que je parlerai tout à l'heure, et je veux en parler, de ce que j'appelle un bon chef. Et je dis que le bon chef, c'est donc le titre de mon livre, être un bon chef, cumule aussi bien en une personne les capacités de leadership et celles de management, a whole person, une personne complète. Et c'est de ça qu'on a besoin sur ce continent. Écoute, ça fait 20 ans que je travaille sur ce continent, j'en connais un petit bout. Aujourd'hui, on a besoin de personnes complètes. Des leaders, je crois qu'on en a quelques-uns, et encore pauvrement, mais on a vraiment un gap. On a un grand besoin de managers. On parle bien, on peut inspirer, on dit de bonnes choses, mais il n'y a personne pour faire ce qu'il faut faire. On a de grandes idées, de belles stratégies qui sont cohérentes. Mais quand il s'agit de faire, il n'y a personne.
Il n'y a personne. C'est tellement vrai. Et quand tu comprends ce que je te dis... c'est tellement vrai, tu vois, j'y pense. C'est là qu'est le drame de ce continent. Parce que une fois qu'on a une vision, souvent elle n'est même pas bonne, mais bon, quand il se trouve qu'elle est bonne, parce qu'il y a de bonnes choses, hein, bien sûr. Quand elle est bonne, on s'arrête là. On fait des plans. Moi, je vois des plans au niveau de nos États, au niveau des entreprises. C'est des gros pavés de 5500 pages, mais il n'y a personne pour en faire du tout. Pendant 3 mois, on arrête toutes les machines, on dit qu'on fait un plan, et puis, il n'y a personne. Dès le 2 janvier, le plan est mis dans le tiroir et on commence à improviser. C'est quelle catastrophe. Donc, il faut comprendre qu'en plus du leadership, qui est une capacité très importante, il faut cette haute capacité d'exécution qui est plus du ressort du management. Alors, comment je deviens un bon leader et un bon manager en même temps? Comment je fais pour développer ces compétences-là? On va pas commencer par le leader, le manager. On va commencer par le leadership peut-être? Comme tu veux. On va commencer par le leadership. Vas-y. Le sujet est très important. Et j'aurais aimé dans ma vie avoir le don d'ubiquité. C'est-à-dire être à Abidjan, à Daloa, à Lomé, à Dakar, à Nero, à Kara, à Bangui, partout, à Sokodé, tout, partout, Cotonou, partout. Mais je ne peux pas. Donc j'écris. Et mon premier livre s'appelle « Les 51 pratiques fondamentales des leaders ». Du leadership que j'ai eu la chance d'avoir. Voilà. Et ce livre change des vies. Parce qu'il explique de manière très pratique 51 pratiques en leadership qui permettent de façonner notre monde, de le changer pour un monde meilleur. Je les connais toutes les 51, mais je vais juste en parler d'une. La pratique numéro 10, c'est savoir choisir ses batailles. Oui, je me rappelle. Les leaders savent choisir leurs batailles. Tu as 36 batailles, tu ne peux pas les mener toutes, sinon tu perds tout. Voilà, un bon leader sait choisir ses batailles et surtout, il sait expliquer à ses troupes pourquoi ceci est prioritaire et ceci ne l'est pas. Ouais. Donc, voici par exemple une pratique. Mais il y en a 51 dans le livre qui sont bien expliqués. Agir plutôt que juste critiquer, honorer en toutes circonstances ses parents est un vrai trait de leadership. Il y en a beaucoup. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver? Dans toutes les librairies? Dans toutes les librairies, on le trouve. Alors, malheureusement, aujourd'hui, il n'est vraiment disponible que dans 3 pays. Malheureusement, j'avoue. D'accord. En Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal. Nos 3 pays, n'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle, et c'est une première, en entrant dans ce studio, je viens de terminer une longue conversation. Inch'Allah, si Dieu le veut, dans un mois, il sera disponible sur Internet. Et on pourra donc l'acquérir absolument. Super. Et ça va permettre la pénétration beaucoup plus rapide d'idées fortes qui peuvent changer toutes nos communautés, nos familles. C'est très important. C'est la plus petite cellule communautaire. Nos familles, nos organisations, nos lieux de travail, nos communautés, nos associations et même nos États. Parce qu'à la fin, les États sont très importants pour chacun d'entre nous. Bien sûr. Et c'est pour ça que nous faisons de la politique. Quand on fait de la politique, comme moi je dis que je fais de la politique, ce n'est pas la politique dont les gens pensent. Ce n'est pas vouloir poste ou le job ou le gouvernement. Ce n'est pas ça que je parle. Mais les choses qui peuvent aider la cité. Je pense que si nous sommes beaucoup à comprendre certains des changements de paradigme dont parle ce livre et adopter la bonne attitude, la bonne posture, il y a tellement de problèmes faciles que l'on peut régler sur cette terre des hommes, et plus particulièrement, cette partie qui m'intéresse le plus, c'est un choix que j'assume, l'Afrique. Wow. Et si tu devais dire à un jeune qui n'a pas lu le livre ou comment est-ce qu'il peut améliorer son leadership? Quels sont en 3 ou 4 principes essentiels? Je dirais, et ça prend une pratique l'écoute. Pratiquer l'écoute. Pratiquer l'écoute. Écouter, d'accord. Écouter, on apprend tellement quand on écoute des autres. Et puis, se disposer à une cause. Ce seraient donc les 2 choses. Pratiquer l'écoute et se disposer à une cause. Une cause qui dépasse ta petite personne. Une cause qui dépasse ta voilà. petite personne. Donc, sitôt que tu te disposes à une cause qui dépasse ta petite personne, tes intérêts immédiats, plus que les 5 cm devant ton nombril,
tu es capable de faire des choses importantes, de mobiliser, de fédérer. Et je dirais que c'est peut-être ça. Trouve-toi une cause qui n'est pas ton intérêt immédiat. La charité bien ordonnée commence par soi-même, je peux comprendre ça. Mais pas quelque chose qui est ton intérêt immédiat, et tu peux commencer à fédérer pour de grandes idées qui ne sont pas nécessairement les tiennes, mais qui participent à une meilleure vie, une meilleure qualité de vie des populations, des hommes, ou même juste de ta famille, c'est déjà pas mal. Voilà. Oui, et puis après important. ça, pratique l'écoute. Écoute, tu ne sais pas tout. Il faut savoir écouter. Waouh, c'est puissant. C'est doux, hein? Vous aimez, hein? Je sais qu'ils sont en train d'apprécier, là. C'est ouf. C'est gentil. Alors, le manager, maintenant. Management. Voilà, management. Donc, tout à l'heure, j'ai dit donc leadership. Tirer? C'est tirer. Management, c'est pousser. On comprend bien, hein? D'accord. Tirer, mais également pousser. Management, qu'est-ce qu'il faudrait? Alors là, tu vois, je vais te parler de mon deuxième livre. Tout simplement. Voilà, celui que je n'ai pas encore lu, par contre. Être un bon chef. Être un bon chef. Être un bon chef parle de 3 fruits, parce qu'on a modélisé ça comme un arbre, à la page 38, ou 68, je ne sais plus, 38, 68, je ne suis plus trop sûr. 38, 68, tu as le dessin de l'arbre. 38, excellent. Tu as le dessin de l'arbre. L'arbre du bon chef. L'arbre du bon chef. L'arbre sénamé du bon chef. Et que ça veut dire quoi, sénamé? Je vais en parler tout à l'heure. D'accord, ok. Tu vois, tu as le tronc, la perspective. Tu as 2 branches à gauche qui sont l'engagement et la mobilisation. Tu as 2 branches au milieu qui sont les valeurs et les principes. Bien sûr. Et tu as sur la droite 2 branches qui sont la priorisation et le pilotage. Mais regarde les fruits de ton arbre. Inspirer, diriger, accomplir. Absolument. Inspiration, direction, accomplissement. Alors, quand on parle de management, je parle de diriger et d'accomplir. Et donc, il y a 4 capacités qui sont importantes pour bien diriger. Donc, je parle de management ici. Valeurs et principes, et puis priorisation et pilotage. Voilà. Mais tout ceci n'est quand même de la perspective. Donc, comment devenir un bon manager? Je ne laisserai pas la question de qualité d'écoute, je ne laisserai pas la grande idée, la perspective, mais à ce moment-là, maintenant, je commence à m'arc-bouter, à me focus plus sur comment diriger, et puis à la fin, comment accomplir, c'est-à-dire choisir mes priorités, et puis pouvoir les piloter. Piloter, priorisation, pilotage. Voilà. Priorisation et pilotage. Dans l'accomplissement. Dans l'accomplissement. C'est bien d'inspirer, c'est bien de diriger, mais qu'as-tu jamais accompli? Un homme devrait pouvoir, au milieu de sa vie, pouvoir dire, voilà ce que j'ai accompli. C'est bien de parler, c'est bien d'inspirer, c'est même bien de diriger, mais à la fin, qu'as-tu fait? Et c'est là que beaucoup de personnes ont honte au soir de leur vie de réaliser qu'après avoir ostracisé, après avoir battu, après avoir frappé, après avoir contraint, en réalité, elles savent dans leur tête qu'elles n'ont jamais rien accompli. La seule manière qui fait que ces personnes continuent à diriger, ne serait même qu'en entreprise, c'est parce qu'elles ont le bâton pour battre et qu'elles font peur. Mais elles n'ont jamais rien accompli. T'inquiète pas, dans leur sommeil, elles savent qu'elles n'ont rien accompli. Et pour se maintenir à la tête de l'organisation, elles continuent à battre, à faire de mauvaises choses pour se maintenir là. Mais le monde s'occupera d'eux. D'elles. Je parle de ces personnes, bien sûr. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que je vois de plus en plus dans l'espace, beaucoup de gens, il y a une multiplication des... Et tu le sais, tu es invité, et je suis invité tout le temps. Venez parler, conférence. Je me dis, mais on va parler à quel moment on travaille? C'est ça. Je dis, mais on a des choses à accomplir dans nos vies. Accomplir. Alors, tu sais, j'ai peut-être envie de parler quelque chose. Il se trouve, il y a 4 ou 5 ans, un peu plus peut-être, je suis à Cotonou. Et je dois faire une conférence, et mon client vient me chercher un peu en retard. Il me dit, Gilles, voilà. Donc, mais je suis déjà descendu à la réception, et je vois qu'il y a une petite porte ouverte quelque part. C'est une anecdote succulente, je te la donne. Elle est pour toi, et pour tous nos auditeurs d'ailleurs. Et je vois une porte ouverte, et donc j'y vais. Et je m'assieds, l'entrée est libre. Et il y avait un monsieur, un Belge, qui parlait d'entrepreneuriat. Sa présentation est propre. Les slides sont alignés, la police de caractère excellente, les images, tout c'est parfait. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui manque au bout de 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, c'est le moment donc des questions-réponses. Et je lève la main. Je dis, monsieur, et je commence par dire la vérité. Effectivement, monsieur, votre présentation, elle est excellente, elle est succulente. Waouh, quelle inspiration. Mais dites-moi, monsieur, parlez-nous de quelque chose que vous avez vous-même déjà accompli. Je te la fais court. Ce monsieur n'a jamais rien accompli. Il n'a jamais rien... Non, c'est un consultant d'un grand cabinet
international, qui vient au Bénin comme il viendrait au Guatemala ou n'importe où dans le monde, parce que c'est le même modèle qu'ils vendent partout. Oui, hein, bien il ne sûr. faut pas se tromper, hein, d'accord? Mais il n'a jamais rien fait. Je dis non, ok, dites-moi une chose que vous avez réussi. Il bégaye. Je dis non, ok, très bien. Dites-moi alors une chose où vous avez échoué. Et c'est là qu'il est obligé de dire, en fait, je n'ai jamais rien entrepris. Je dis merci pour votre franchise. Bien parler d'entrepreneuriat. Et je me tourne maintenant vers mes amis. Et je dis, regardez-vous. Si même vous ne savez pas ce que c'est que l'entrepreneuriat, allez juste au marché d'Antopa. C'est tout. Demandez à des mamans là-bas qui vendent du poisson ou des légumes. Elles vont vous dire, mais vous faites venir à grands frais ce monsieur de Belgique qui, peut-être, d'après ce que j'ai compris, aura passé 5 jours en Guinée toute sa vie, 2 jours au Congo-Kinshasa et a fait une escale au Sénégal. Et vous donnez du crédit à une personne comme ça pour venir vous apprendre, à vous en Afrique, ce que c'est que l'entrepreneuriat. Vous devriez avoir honte de vous-même. Tu leur as dit ça? Mais bien sûr, mais comme pourquoi ça, pas? cache. Oui, mais pourquoi pas? Tu as tout mélangé. Non, mais j'ai dit la vérité. Et le monsieur, il était rouge, mais il est d'accord. Non, je sais. Il dit que tu dis la vérité. Il est d'accord. Bien sûr. Même s'il ne me le dit pas, je sais qu'il est d'accord. J'ai respecté sa présentation. Elle était succulente. Je lui ai dit ça au départ. Mais il ne nous apprend rien. Moi, je préfère encore un entrepreneur qui a échoué toute sa vie. Bien sûr. Parce qu'au moins, il sait ce qu'il ne faut pas faire. Exactement. Mais l'entrepreneuriat en Afrique est un sujet trop sérieux. Il faut qu'il soit traité par des personnes qui ont fait le chemin. Bien sûr, qui payent des impôts. Comme nous, oui. Qui payent des salaires avant de se payer. Absolument. Qui savent comment gérer les difficultés, qui savent comment attendre un paiement, qui savent comment bid, qui savent comment... faire un appel d'offres. Faire un appel d'offres, oui, voilà. Donc, et toi, tu me prends un consultant qui est capable de me lire un livre, très intelligent, de me faire de belles slides. Il faut casser ce genre de petits... de paramètres, comment on appelle ça, d'infériorité, là, il faut arrêter ça. Oui, de complexe d'infériorité de l'Africain vis-à-vis de ceux qui viennent de l'extérieur. Il faut arrêter ça. Et nous le vivons, je veux dire, toi et moi, dans nos métiers. Tous les jours. On fera venir quelqu'un d'ailleurs qui ne comprend rien au contexte et on te mettra de côté. Et quand tu viendras, on te dira ta facture, tu es trop cher, mais l'autre sera peut-être 2 fois plus cher. Tu me vois, moi, aller donner une formation d'entrepreneuriat en Autriche? Non, pas du tout. Mais moi non plus, d'ailleurs. Je devrais y aller si eux aussi viennent ici. Bien sûr. Ben voilà, mais moi, je ne le fais pas non. parce que je respecte le fait que je ne connais pas l'Autriche. Je ne maîtrise pas leur environnement. Je ne connais pas leur environnement. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Alors, il faut maintenant que nos patrons aussi arrêtent. Les plus complexés, souvent, ce sont eux. C'est eux. Ce sont eux les plus complexés. Nous avons beaucoup de capacités en Afrique qui peuvent aider au réveil de ce continent, qui peuvent participer à ce que ce continent soit enfin la promesse que nos pères anciens nous ont donnée. C'est possible, mais il faut maintenant croire à nous-mêmes et puis arrêter tous ces chemins dont on a même honte de parler en public. Je ne parlerai pas de tous ces mots. Bien sûr. Je vais juste en citer un. Allez, on va dire gabegie, on va dire dessous de table, on va dire corruption. Allez, je m'arrête là. Bien sûr, mais toutes ces choses, il faut arrêter ça. Absolument. Si on est conscient que l'on veut une Afrique debout demain, il faut que chacun de sa place fasse sa part et ça commence certainement par les personnes qui nous dirigent. Ah, mais ça m'amène à Afrique consciente. Bien sûr. Si on est conscient, chacun à sa place doit faire sa part. Absolument. Et je sais que c'est ça le credo d'Afrique consciente. Absolument. C'est d'arrêter d'attendre et d'être dans l'action, l'accomplissement. D'être dans l'action. Et on peut changer ce continent sans être à la première place. Absolument, on n'a pas besoin. Non. Toutes les mamans, tous les matins, qui font leurs devoirs pour leurs enfants, c'est extraordinaire. Elles participent à changer ce continent. Bien sûr. Tous les pères qui consciemment font leur travail et qui le soir trouvent du temps avec leurs enfants, font du travail pour ce continent. On n'a pas besoin d'être au gouvernement pour changer un pays. Sauf si, effectivement, le plus haut on est, notre aire d'influence à IRE est grande, alors on est capable d'influencer beaucoup plus rapidement. Mais il faudrait que chacun accepte de sa place, de faire sa part, et ce continent sera, Inch'Allah, un jour la promesse. Le continent qui mérite d'être. Qui mérite d'être, voilà. Waouh. Et pourquoi est-ce que tu as lancé cette initiative d'Afrique consciente? Parce que c'est quand même, pour moi, c'est une initiative qui était d'abord pionnière, parce que c'est maintenant que les gens parlent de ces choses-là, finalement. Mais toi, c'était déjà il y a 6, 7, 10 ans, parce que c'est un projet d'il y a longtemps. Et maintenant, les gens ont la conscience africaine, mais nous, on sait que Afrique consciente, c'était déjà quelque chose qui nous a marqué. Waouh! Et dire, primer, je me rappelle, le maître d'école. Tu sais, l'école du Niger, qui est enseigné à des enfants sous les arbres. Absolument. Pour te dire,
Diane aussi. EPP, sous les manguiers au Bananeraie. Bananeraie. Il y avait Diane aussi qui fait des choses. Absolument. Donc, des personnes... On a eu cette dame qui est venue du Niger. Aussi. Son prénom là. Je me souviens plus. Oui, mais une femme extraordinaire. Exactement. Qui a dit, je ne vais pas attendre que la mairie s'occupe du nettoyage. Je vais le faire moi-même. Exactement. C'est extraordinaire. On a eu donc ce monsieur qui parce qu'il était enseignant avant, a accepté de former les enfants de tout le personnel aidant, de favoriser. Malheureusement, quand il pleut, il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de classe, parce qu'on est sous les bananeraies, tout ça. Et donc, on a primé des gens qui, de leur place, font leur part. Et tu vois que je n'ai pas oublié, hein? Ah non, tu te souviens très mais bien. parce que ça m'avait marqué. Je m'en veux un peu, parce que j'ai l'impression, quelque part, d'avoir laissé tomber beaucoup de personnes en ne poursuivant pas l'effort. Mais la bonne nouvelle, c'est que avec Senamé, on va relancer Afrique Consciente. Très bien. C'est une vraie attente de beaucoup de personnes. Je passe dans beaucoup d'endroits, mais M. Attaï, où est-ce qu'on en est? On en est un petit peu à un truc inachevé. Moi, j'ai personnellement, et ça je le dis très honnêtement, goût d'inachevé, et je ne me reconnais pas forcément dans ce qui se fait aujourd'hui. Oui, je sais. Je me retrouve plus dans l'Afrique consciente, qui est vraiment authentique, engagée, sincère. Il n'y a pas d'ulterior motive. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, aujourd'hui, on a trop d'initiatives. Et je t'ai harcelé d'ailleurs à un moment. J'ai dit, c'est comment? Mais tu fais bien. Tu fais bien de me le demander encore là, devant tout le monde, et je m'engage, on va le faire. Parce que je pense que maintenant, on a créé la base, la masse critique de personnes conscientes qui comprend ce qu'on essaie de faire. Mais quand on a fait ça, on était pionniers. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'initiatives panafricaines qui sortent un peu partout. Oui, c'est très bien, mais... C'est dans un autre esprit, moi, je trouve. Voilà. Bon, je ne veux pas le dire moi-même, mais bon, si tu le dis, je suis d'accord. Non, moi, je le dis parce que je le vis à l'extérieur, je le ressens. Absolument. Et je me dis, quand je vois, je dis, tiens, ça, c'était Afrique Consciente à l'époque, tu vois, il y a 7, 8, 10 ans. Absolument. C'était la réflexion il y a plus d'une dizaine d'années, la concrétisation peut-être il y a 7, 8 ans, tu vois. C'est vrai. Donc, c'est avec du concret, quelque chose qui s'est passé, un accomplissement, comme on a dit. C'est vrai. Et aujourd'hui, on a besoin de... J'aimerais que tu redises le credo d'Afrique Consciente, parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde doit entendre. Là, il y a deux choses. Alors, la signature de notre campagne, c'était « Ensemble, écrivons l'histoire ». C'est une invitation à écrire cette histoire qui sera la nôtre, pas l'histoire qu'on a écrite pour nous. Première chose. C'est également ce qui permet de dire que chacun de sa place fasse sa part. Si chacun de sa place fait sa part, sans s'occuper de ce que l'autre fait, on est capable, chacun de notre point de départ, d'écrire une nouvelle histoire pour ce continent, une histoire dont on serait fier, une histoire qu'on pourra raconter demain comme grand-père que je suis déjà, gloire à Dieu, à mes petits-enfants, et même, si Dieu m'en donne encore beaucoup, à mes arrière-petits-enfants, que tu pourrais également faire, tu vois. Et il faut ce sentiment de fierté. C'est d'ailleurs ce qui me pousse tous les jours à dire, il y a tellement à faire, il y a tellement de conversions à faire, il y a tellement d'actions à mener. Et je vais dire un seul mot sur le livre, en 2 minutes. Pourquoi ce livre, je l'écris? C'est parce que je crois que c'est bien de lever les émotions, mais il faut donner, et je parle du monde que je connais le mieux, le monde de l'entreprise, il faut donner des clés d'action pratiques. Tout à fait. Donc, ce livre actionnable, on est capable de transformer des organisations en commençant par le secteur privé. Je suis un enfant du privé. Bien sûr. Et puis, évidemment, les organisations publiques peuvent s'en inspirer, jusque même nos États. Parce que je le dis, et c'est la vérité. Allez, on va dire que je manque d'humilité, mais au moins je dois dire la vérité. C'est la première fois qu'un Africain francophone, je ne connais pas trop l'Afrique anglophone, écrit un vrai modèle de leadership stroke management qui est en anglais, non, qui est solidement ancré sur nos valeurs endogènes. C'est ça que être un bon chef fait. Et aujourd'hui, nous avons déjà certaines entreprises qui nous suivent en utilisant ce livre et donc le modèle Senamé du bon chef pour que nous transformions en plus de performance le potentiel existant dans beaucoup d'entreprises. Alors moi, je vais juste lire ce qui est écrit devant le livre. D'accord. Être un bon chef, inspiration, diriger, direction, accomplir, accomplissement. Oui. Et il est urgent de remettre en question les modèles inadaptés à nos réalités. Il nous appartient de construire pour nous et par nous-mêmes des références établies sur nos valeurs et nos savoirs.
l'Afrique autrement. Wow, Oui. this is powerful. Ouais. Thank you. C'est très puissant pour moi parce que je vois qu'on a des modèles de management qui ne sont pas forcément les nôtres et je pense que tu as vu, on a pas mal de conversations avec des personnes du continent parce que moi, bon, je suis du continent, donc j'invite les gens du continent, des personnes de partout, des Comores, de partout qui viennent à ce podcast. Et je me rends compte qu'on a souvent des références occidentales. Quand on fait des formations, quand on fait des choses, nous voilà avec nos livres, voilà, X, Y, Z a dit. Et aujourd'hui, on peut dire, Gilles Attaï a dit, Ayekwe Attaï a dit, voilà, il y a ça. Voilà le modèle. Je vais en cours de management, dans une formation de management. Ouais. C'est un outil pour moi. Absolument. Aujourd'hui, j'ai des outils africains. Absolument. Moi, j'ai d'autres outils. J'ai les livres de notre ami Marcelin, où il y a des citations, où je peux prendre ces citations et dire, voilà, on a dit. Absolument. Des proverbes aussi africains. Absolument, absolument. Et on a aujourd'hui, et je pense que je t'en ai parlé, parce que je te parle toujours de tous, le CACMES. Oui. Le CACMES et je pense que c'est important, cette discussion qu'on a où on se dit, il faut un conseil africain du coaching, du mentorat et de la supervision. Les valeurs, ancrées dans nos valeurs. Absolument. Donc, on doit s'approprier les choses. Et tu sais, Nabou, quand on parle de valeurs africaines, moi je vois. Alors, il y a 3 types de personnes. Tu as les personnes que jamais tu convertiras. Vendues comme tu veux. C'est mort. Eux, c'est mort. Faut les laisser. Voilà. Il ne faut pas perdre trop de temps. Il y a beaucoup de travail, on ne va pas perdre de temps là-bas. Le deuxième groupe, c'est les personnes qui hésitent un peu, qui sentent qu'il y a quelque chose d'autre qui peut être là, qui serait pertinent. Ceux-là, il faut leur parler. Et puis, la troisième personne, ce sont les personnes qui savent que beaucoup de choses qu'ils ont apprises sont bonnes, mais qu'en ajoutant un peu de pertinence locale, on peut faire mieux. Et ces personnes, elles sont déjà prêtes. Et je suis étonné, étonné, peut-être pas tellement, mais je suis agréablement surpris, heureux de voir qu'il y a ce public déjà existant qui attend toujours des modèles pratiques pour arriver. Parce que le reproche que te font les premiers, qui jamais ne seront convertis, c'est du fond de leur salon de te dire « Ah, culture africaine, valeur endogène, arrête ça. Est-ce que tu me parles de revenir 500 ans en arrière ?» Je dis, voilà, rien compris. Pour toi, ton problème, c'est que tu penses que l'Afrique, elle est née il y a 500 ans. Exactement. Tu ne sais pas qu'il y avait l'Afrique avant. Personne de l'humanité. Quand on parle de la culture, et c'est ça qui est beau, et tu sais qui m'a appris ça? Honnêtement, mon fils. Il me l'a dit d'une manière, après ça, je l'ai reformé, oui. Le premier. Coucou, le Malik. Qui me le dit. Après ça, je reformule un peu. Son papa est formateur, donc voilà, je prends la phrase. Bien sûr, non, tu la structures, tu la modélises. Je la structure un peu, je la modélise. Et il me dit, papa, la culture, c'est des petites choses subtiles. Je dis, oui, mais tu as raison. Il dit, oui, tu sais, papa, quand on parle de culture, les gens s'attendent à voir des choses choquantes. Donc maintenant, moi, comment je reformule? Et c'est le complément à ce que le petit a initié, a allumé comme flamme en moi. La culture, elle vient de ce que l'on ressent. OK. Ce que l'on ressent va faire ce que l'on pense. Ce que l'on pense va faire ce que l'on fait. Et quand on a un cluster, un groupe de personnes qui fait de la même manière, on crée un cluster culturel. Tu comprends? Tout à fait. Donc ça vient de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense et de ce qu'on fait. Et quand on est beaucoup à faire d'une même manière, on est dans la transformation. On est dans la transformation. On vient de créer un cluster culturel. Et donc, il faut créer des clusters culturels forts, profondément ancrés sur ce que nous ressentons. Je ne peux pas imaginer un Africain bon teint, corrompu ou pas, tu dis ce que tu veux, qui voit une personne âgée sans aller vers elle. C'est juste pas possible. Tu ne peux pas imaginer que tes enfants, Nabou, m'appellent Gilles. Non. Ou m'appelle monsieur. C'est tonton. Évidemment. Est-ce que je suis leur oncle en vérité? Peut-être même pas. Mais tu l'es quand même un peu. Oui, je le suis en réalité. Voilà. Non, je le suis. Voilà. Dans ce cas, je le suis. Mais j'aurais pu ne même pas l'être du tout. Tout à fait. Mais c'est la manière dont ils ressentent. Ils ne peuvent pas m'appeler monsieur. C'est trop de distance. Ils ne peuvent pas m'appeler Gilles. Ce serait irrespectueux. C'est pas possible. Ma main partirait tout de suite. Tu vois, voilà. Gilles. Donc, tonton Gilles. Et tu vois, cette manière de ressentir, puis de penser, puis d'agir, crée un cluster culturel. Soyons fiers de ce que nous ressentons. N'ayons pas besoin à chaque fois de nous expliquer sur pourquoi nous, en Afrique, on ressent comme ça. Faisons les choses crânement. Laisse-moi te dire, Nabou, il y a beaucoup de civilisations qui réalisent que ce que nous n'avons pas encore perdu
est peut-être la solution pour l'humanité de demain. Il n'y a que les Africains qui ne réalisent pas la richesse qu'ils ont. Les autres le voient bien et continueront à prendre tant que nous donnerons sans jamais avoir un échange qui respecte notre dignité. Je le dis avec beaucoup de colère, quelquefois, de voir des Africains vendre comme ça leur dignité africaine pour des choses tellement temporelles qui n'iront jamais loin. Ce que tu dis, c'est tellement puissant. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Dis-moi. Une métaphore qui me parle quand tu dis ça, c'est ce qu'on appelle les superfoods, qui sont des choses africaines, le fonio, le fonio, le moringa, le baobab. Ce sont les autres qui viennent nous dire, et on continue à donner. Et je me rappelle, j'étais à New York à une conférence avec le chef Pierre Thiam qui expliquait les vertus du fonio. Pierre s'est dit, je vais m'approprier ça parce que ça vient de chez moi. Je ne vais pas laisser les gens continuer à dire c'est des superfoods. Je suis un Africain, j'ai grandi avec ça. Absolument. Et il a créé une industrie. Et c'est exactement la même chose avec la pensée, finalement. Absolument, c'est exactement ça. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui est en entreprise, qui a un cadre, un professionnel, un dirigeant ou un manager, aujourd'hui peut s'approprier le credo de Afrique consciente, chacun fait sa part de sa place? Comment est-ce que tu peux le contextualiser en entreprise? Comment est-ce qu'on le contextualise? Alors, moi, dans un cadre professionnel. Oui, moi, j'essaie de faire ma petite part. Des ateliers, des conférences, on a des amis, on partage les mêmes choses, et puis chacun de nous fait le travail, autant qu'il peut. C'est un travail de construction de longue haleine, mais il faut maintenant de plus en plus toucher les personnes qui ont de grandes aires d'influence. Aller jusqu'au sommet, que toutes ces personnes également acceptent de prendre à bras le corps ce qui est une mission pour chacun d'entre nous. Nous avons des enfants, des petits-enfants. Si on ne fait pas attention, ce que nous avons d'Africains sera parti dans 2-3 générations. Voilà, je sais. Ça me fait peur. Hein. Tu sais, je pense à ça. À chaque fois, j'ai très peur. J'y pense tous les jours. Je pense à ça aussi. Et c'est ça qui fait qu'il y a la volonté dans un camp d'avoir une seule manière de penser. Ah, ça, c'est du soft power très important. Donc, il faut garder pour nous, et c'est très important, c'est presque militant ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut garder ce qui nous appartient et ne pas tout laisser pour aller juste apprendre bêtement quelque chose qui ne nous appartient pas, qui est important, bien sûr, qui participe à l'humanité, absolument, mais qui n'est pas nous. Parce que souvent, en s'abandonnant à ça, la perception est qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et ce n'est juste pas possible. Mais pour porter ce message, et je reviens au travail, il faut être crédible. Si ce message est passé par quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans sa vie, qui n'a rien accompli, merci, il ne sera pas crédible. Les personnes qui ont accompli doivent prendre ça au sérieux. Elles seront écoutées, elles seront imitées et le message pourra être diffusé. Super, merci. C'est une responsabilité pour chacun d'entre nous. Donc, au sein de l'entreprise, on doit se rappeler certaines valeurs. Absolument. Ces valeurs, ces principes et valeurs, comme tu les as mis dans le deuxième pan de être un bon chef, la direction. Absolument. Se rappeler sur quelles valeurs est-ce que je m'appuie. Absolument. Sur quelles valeurs je m'appuie et quels sont les principes qui manifestent ces valeurs. Parce que les valeurs, elles sont internes. Bien sûr, les principes, c'est la manifestation extérieure de mes valeurs. Donc, mes valeurs, je les connais. Mes principes les démontrent au quotidien afin que je ne dise pas plus que je ne fais. D'accord ? Donc, il faut faire, pas simplement dire. Faire. Donc, les principes sont là et ma priorisation et mon pilotage fera que je pourrai accomplir. Et dans le même temps, rappelle-toi, je parle donc d'un chef complet, mon inspiration, au tout départ, qui est le premier fruit de l'arbre, permettra donc de convertir un grand nombre et d'arriver un jour à bon port. Il faut que chacun fasse sa part. Très bien. Moi, ça me rappelle à une chose, c'est qu'au lieu que les gens se disent c'est de la faute d'eux, que chacun soit responsable de ses actions. C'est la faute de personne. C'est pas la faute de quelqu'un. C'est pas la faute des autres. Hein. Quand on est en entreprise, souvent, non, mon chef ne m'aime pas. Bref, finalement, il faut prendre sa responsabilité. Pourquoi devant un même événement, on en a parlé, une personne s'écroule, une autre se prospère. À un moment donné, c'est soi-même. Hein. C'est soi-même. C'est toi qui décides la réponse que tu donnes à un événement. Absolument. Devant un événement, 2 jumeaux, un peut s'écrouler, un peut prospérer. Un peut dire je me bats, un dit non, je laisse tomber. Absolument. Voilà. Ils sont nés du même ventre, le même jour, absolument. Au même moment, c'est des personnes. Mais leur réponse... Tu prêches à une convertie. Voilà. Mère de jumeaux. Voilà.
Voilà. Bon, ils prospèrent tous les deux, mais dans leur façon, mais au moins ils sont dans l'avancement. Absolument. Et si tu me dis quelque chose, je vois de plus en plus récemment, il y a une course à avoir des diplômes. Je ne sais pas si tu le sens. Ah ben oui, tout le monde va faire des diplômes occidentaux. Tu vois, c'est comme s'il y a des gens de ma génération, de la tienne, des gens de la quarantaine, cinquantaine, soixantaine. C'est comme si c'était pour combler un manque ou pour cocher une case. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça me parle, ça me chiffonne un peu, en fait. Peut-être que je suis bizarre. Hein? Non. Ce que tu dis est tout à fait vrai. Je trouve Moi, j'ai eu la grande chance de faire plus de la moitié de ma carrière professionnelle en milieu anglophone. Et je peux te dire, on a une grande différence entre la perception que les anglophones africains ont du monde que les francophones Absolutely, I agree with you. Absolument différent. L'Afrique francophone est très diplômante. On donne beaucoup d'importance au diplôme. Et vous avez des personnes capables de vous aligner 62 doctorats et qui ne savent pas faire un métier. Parce que l'école n'apprend pas nécessairement le métier. D'accord, même pas. Les anglophones sont plus pragmatiques. Est-ce que tu peux imaginer, je donne cet exemple à chaque fois, si tu es un bon plombier, tu peux faire de l'or en barre. Absolument, ça je pense à ça tout le temps. Un bon plombier, un bon électricien, un bon menuisier, aïe. capable de reproduire à l'identique la même pièce. Absolument. Ou même de réellement intervenir en respectant le temps, en respectant les délais, en délivrant. Parce que ça manque. Hein. Et donc, je le dis, et certaines personnes ne comprendront pas ce que je veux dire nécessairement, mais il nous faut des personnes highly educated, très éduquées, mais il nous faut donner la place qu'il faut à l'enseignement technique court. L'enseignement technique supérieur. L'enseignement supérieur court, 2 années, paf. Je valide. Il faudrait ça pour avoir ce corps de métier qui peut soutenir l'industrialisation. Il nous faut des ingénieurs, il nous faut des gens complexes, mais tout ça ne pourra pas se faire s'il n'y a pas des personnes pour exécuter. S'il n'y a pas les personnes pour exécuter. Absolument. Et je vais te dire quelque chose qui va me valoir encore des ennemis, mais bon, ça, je commence à m'en faire l'habitude. On gère les ennemis. L'éducation. Alors, les 3 priorités qu'il y a pour nous, Africains, la première, c'est l'éducation. Mais quelle éducation? La deuxième, c'est l'éducation. Et la troisième, c'est l'éducation. Donc, quelle éducation? 1, 2, 3. L'éducation qu'il nous faut, c'est l'éducation qui va travailler pour le développement. Mais il y a une conspiration du système qui ne veut pas que nous soyons éduqués. Et j'en veux beaucoup aux personnes qui ont les responsabilités régaliennes dans nos pays, de ne pas donner la place à l'éducation qu'il faut, soit parce qu'ils ne comprennent pas, soit parce qu'ils sont vendus à autre chose. On a parlé de Singapour. On te parlera de l'Asie du Sud-Est, la Corée, Malaisie, du Singapour, Sud, la Malaisie, bien sûr. le Japon, la Chine. China. La Chine sort aujourd'hui 2 fois plus d'ingénieurs que les ingénieurs ensemble de toute l'Europe occidentale et l'Amérique entière. Ces gens sont devant. Sur 400, il y a un pays, je ne vais pas le citer, sur 400 écoles construites en une année dans un certain pays en Afrique de l'Ouest francophone, 4 seulement parlent à l'enseignement technique. 366 parlent à l'enseignement général. Non, je ne vais pas donner le pays. Je vais pas donner le pays. Non, ne donne pas le pays. Mais ils se connaissent très bien. Ils savent très bien que s'ils entendent ça, ils savent de qui je parle. Mais c'est peut-être qu'ils ne savent pas, peut-être qu'ils ne comprennent pas, ou peut-être qu'ils n'entendent qu'un son de cloche. C'est pour ça qu'il faut être ouvert à écouter beaucoup de personnes. Il faut la pratique de l'écoute. Ce continent peut être quelque chose d'autre si nous changeons beaucoup de nos paradigmes. Alors, j'ai lu un livre très intéressant et que franchement, que j'adore. Je l'ai lu à l'université et quand tu me parles, ça me fait penser à lui. C'est Made in Japan d'Akio Morita, où il explique qu'au Japon, après la guerre, ils ont formé des ingénieurs pendant que les Américains formaient des lawyers. Et comment est-ce que lui, c'est le fondateur de Sony, Akio Morita, et c'est un livre qu'on ne trouve même plus beaucoup, malheureusement. C'était à la bibliothèque de mon université, donc je l'ai dévoré. Ce livre m'a marqué, je l'ai lu il y a peut-être 20, 25 ans, mais ça m'a toujours marqué. C'est un livre extraordinaire qui explique bien comment le genre de culture qu'on veut développer dans un pays, c'est lié au type d'éducation qu'on donne. La Corée du Sud a développé des écoles d'ingénieurs extraordinaires. On voit la Malaisie, Singapour, que je connais aussi très bien. Donc, quand je vais à Singapour, j'étais à Singapour plusieurs fois et d'une année à l'autre, il y a une différence. Toujours. Quand je suis allé en Chine la première fois à Shanghai, je suis reparti
10, 15 ans, 20 ans après, j'ai vu, c'est extraordinaire. Et ça n'arrive pas chez nous. Il n'y a rien d'extraordinaire comme changement, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai travail d'éducation, de transformation des curricula, peut-être. Totalement. Voilà, il faut transformer nos curricula. On avait cette blague à l'époque où j'étais à l'école, bon, il y a quand même quelques années, on enseignait encore nos ancêtres les Gaulois. Je ne sais pas si jamais c'est encore ça. Non, c'est fini. J'espère que ça c'est quand même fini. Mais on est sur des parcours qui sont validés à l'extérieur et non pas autonomes. Il y a des parcours qui sont validés à l'extérieur. C'est grave ce que je dis. Oui, c'est la vérité. C'est grave, mais c'est la réalité. C'est la vérité, tu vas pas mentir, c'est pas faux. Aujourd'hui, cette indépendance que l'on fête chaque année sur nos territoires, elle sera complète lorsque nous aurons l'indépendance d'enseigner à nos enfants ce que nous devons leur enseigner. Faudrait-il encore que nous comprenions bien les enjeux qu'il y a. Il y a de grands enjeux. Et je dis ça parce que je pense à tous les jeunes. Nous sommes le continent le plus extraordinaire, le plus jeune. Nous avons la force de travail la plus dynamique, énorme. La plus énorme. Nous avons des terres arables que l'on vend pour notre propre honte, que l'on vend même à l'extérieur. On a tout pour réussir, mais nous sommes distraits. On n'est pas concentrés sur ce qu'il faut. Donc, il nous faut des gens qui nous aident à être concentrés sur ce qui compte et afin de ne pas disperser sur ce qu'il ne faut pas. Ah, j'ai des enfants, j'ai des neveux, j'ai des nièces, j'ai des petits-enfants, j'ai des petites-nièces, des petits-neveux. Mais tous ces gens, le monde que leur prépare, c'est irresponsable de laisser partir l'Afrique en dérive comme ça. Ce n'est juste pas possible. On a été à l'école avec eux. Et nous savons des choses qu'eux ne savent pas du tout. Parce qu'ils n'ont pas notre savoir ancestral. Ils n'ont pas notre savoir ancestral. C'est une honte de continuer à marcher à côté d'eux. Et laisse-moi te dire, ceux qui pensent d'eux, tu n'as pas envie de savoir ce qu'ils pensent d'eux. Parce que si moi, je pense de nous, moi qui suis africain de cette manière, imagine quelqu'un qui ne nous connaît pas et qui voit les manifestations extérieures de l'arbinisme, de soumission, de manque de vision. Mais c'est juste pas possible. Alors, mais on évolue, à mon avis. On évolue, mais c'est important de le dire. C'est un peu lent. Moi, j'aimerais que tu partages avec moi, pour toi, quelles sont les valeurs africaines qu'on peut remettre au goût du jour et s'approprier dans un environnement professionnel en Afrique. J'en citerai 3. Et j'expliquerai après. Solidarité, respect et dignité. Solidarité, respect et dignité. Ouais. La solidarité, je ne parle pas de la solidarité qui fait qu'une personne doit faire pour tout le monde. Non, pas ça. Je ne parle pas de ça. Ça, la même, on ne veut pas. Voilà. Les Africains sont les seuls à dire toujours mon frère, ma sœur, mais ils n'en font jamais rien. Je connais beaucoup de personnes qui ne s'appellent pas mon frère ou ma sœur, mais qui agissent ensemble. Donc la solidarité vraie pour une cause commune qui dépasse nos premiers intérêts. Dans l'action. Dans l'action. Et laisse-moi te dire, dans nos contrées avant, la solidarité, on connaissait. Oui, tout à fait. D'accord. Première forme de solidarité. Le respect. Il faut respecter nos différences, au contraire, en faire même une force, nos complémentarités, le respect. Et enfin, la dignité. Soignons des dignes fils de ceux à qui nous avons succédé. Dignité, soyons des dignes fils, soyons fiers de qui nous sommes. La fierté, pas l'arrogance, mais la fierté, se tenir droit debout, la dignité. Voilà. Donc, solidarité, je comprends ce que je dis, on comprend. Tout à fait. Le respect, on comprend ce que je dis, et la dignité sont peut-être les 3 valeurs, je dis qui sont pour nous universelles, mais typiquement africaines, pour pouvoir penser notre monde et le réaliser de manière différente. C'est intéressant, c'est important ce que tu dis, parce que quand on est dans un environnement professionnel, on peut avoir tendance à se désolidariser des gens de façon... pour aller pour ses intérêts égoïstes, sans penser à l'intérêt supérieur de l'entreprise. Absolument. Donc je pense que ça s'adapte. Et quand on parle du respect, on peut manquer de respect à certaines personnes juste parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui connaissent plus de choses. Ah, je connais plus, alors que ce n'est pas forcément ça. Et la dignité, c'est être digne dans ce qu'on fait, se respecter soi-même. C'est une posture. C'est une posture. Délivrer quand on doit délivrer, faire ce que l'on a à faire. Absolument. Ne serait-ce que pour sa dignité personnelle. Absolument. Pour le nom qu'on porte. Pour le nom qu'on porte, pour le legacy, honorer ses parents. Honorer ses parents, absolument. Pour le nom qu'on porte, il y a des choses qui demandent une posture de dignité, une vraie posture de dignité. Mais tout ceci, c'est la conscience. Et laisse-moi te dire, l'éducation fait partie de l'équation. Si on saute l'éducation, cette chose-là, on va suivre des modèles qui ne sont pas les nôtres et on n'aura pas la conscience du fait qu'on ne peut réussir que nous sommes 54 États aujourd'hui. Aujourd'hui,
j'ai pris de nouvelles responsabilités. Oui, justement, je voulais qu'on en parle. On est vers la fin, mais ça, c'est important qu'on en parle. Hein. Voilà, EUP ZLECAf. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu à quoi ça correspond. ZLECAf, c'est vraiment une association... Dont tu es le président. Dont je suis le président. C'est une association donc, de professionnels africains qui décident d'aider l'agenda 2063 de l'Union africaine par la réalisation de l'agenda de la ZLECAf. D'accord. Quand on parle ZLECAf, les gens pensent simplement... Intégration, biens, marchandises, personnes, libre circulation. Bien sûr. Fine. Mais en amont de ceci, il y a le capital humain, il y a l'éducation. Il faut être éduqué pour comprendre pourquoi la ZLECAf est une opportunité extraordinaire. L'Union africaine a défini bien ou un peu moins bien son agenda 2063. Mais quand tu lis, il y a tellement de choses qui y sont dites, mais il faut communiquer de manière accessible. L'éducation encore a ce rôle à jouer. Donc oui, nous sommes une association de professionnels et des gens très capés, des gens très compétents qui sont décidés à aider l'Afrique en aidant la ZLECAf à atteindre ses objectifs et par cela aider l'Union africaine à atteindre ses objectifs. L'agenda 2063 est un vrai agenda. Ah oui, c'est un agenda. Il faut le porter, il faut y croire, il faut donner de ce meilleur. Donc, je suis très reconnaissant à ceux qui m'ont porté à la présidence de cette association. C'est une fierté pour nous aussi. Merci, merci beaucoup. Et nous ferons de là où nous sommes le meilleur que nous avons à donner. En tout cas, Gilles, merci infiniment pour cet entretien. On arrive à la fin de l'entretien, malheureusement. Merci. Moi, je vais te demander de dédicacer mes livres en direct. Bien sûr, je vais te les dédicacer. Donc, je lirai la dédicace avant qu'on passe au conseil. Très bien. Au mot de la fin. OK, je vais juste écarter un peu le micro. Oui, vas-y. De toute façon, on verra au montage comment on va gérer ça. Alors, les 51 pratiques fondamentales des leaders, ma signature est la suivante. Ensemble, changeons le monde. Waouh. Il faut être fort dans ce qu'on déclare, n'est-ce pas? Yes, oui. À ma petite sœur Nabou, c'est ça? Bien sûr, toujours. À ma petite sœur Nabou, ensemble, changeons le monde. Abidjan, le 13 août 2025. 2025. Bon, ils ne le sauront pas. Très bien. Et puis sur celui-ci, merci. Je te dis, osons autrement. Waouh. J'aimerais que tu nous parles quand même, avant qu'on se quitte, de Sénamé. Ah oui. Avant qu'on se quitte, Nabou. On va... Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Sénamé. Sénamé, dis-moi tout. Sénamé. What is Sénamé? Dans ma langue, ça veut dire, mot à mot, la providence nous l'a donné. Oui, parce que j'ai des amis qui s'appellent comme ça. Voilà. J'ai un ami qui s'appelle Sénam. Absolument. Sénam, la providence, c'est comme Dieu donné. Ok. Ce que je dis dans Sénamé, c'est que pour nous, Africains, la création a mis tout à notre disposition. Mais j'ai parlé de don tout à l'heure et de travail. Le don, on l'a reçu. Il faut maintenant travailler pour le transformer en quelque chose de grand. Donc, je veux donner ma contribution pour aider, mobiliser à ce que nous travaillions dans la bonne direction afin de réaliser ce qui est notre vrai potentiel. Sénamé, nous avons reçu. Eh bien, maintenant, transformons de manière à ce que ce potentiel extraordinaire dont nous avons hérité puisse produire les fruits qui nous ont été promis. Waouh, c'est voilà. Puissant. En plus, ma nièce s'appelle Enam. Ah bon, tu vois. La fille de ma petite sœur. Ah ben voilà. C'est vrai que ça... Tu pourras lui dire que tu as bien compris la compréhension. Oui, absolument. Waouh. Donc, je pense qu'on revient aux fondamentaux et je pense qu'il y a une transformation qui s'opère aujourd'hui où on doit s'approprier ce que nous avons appris, mais aussi retrouver ce que l'on nous a légué. Absolument. Donc, c'est vraiment ça. Absolument. Et puis, le transformer pour que ça profite, non pas simplement à soi, mais à la grande communauté que nous sommes. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous. Alors, moi, je vais te demander, avant de partir, ton conseil de la fin à toutes ces personnes qui nous suivent, qui sont nombreuses et qui ont eu de la chance. On a eu de la chance de t'avoir. En tout cas, tu reviendras, on n'a pas fini. Certainement. Je n'en ai pas assez, comme on dit. Je ne m'en lasse pas. Merci. D'ailleurs, on a dépassé le temps parce que je veux que tu ailles au bout. Mais je vais commencer par dire ce que je pense vraiment, c'est te dire d'abord merci, Nabou. Des initiatives comme la tienne sont excellentes. Il faudrait des Naboufal plus sur ce continent. Dis ça parce que c'est ta sœur.
Non, 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 je le dis parce que je le pense vraiment. Il faut oser. Enfin, je dis oser autrement. Il faut oser. Et je pense que chacun de nous est une pièce unique dans ce dispositif qu'est l'humanité. N'ayons pas peur de qui nous sommes. Proclamons clairement ce que nous sommes. Et même si c'est une différence, que ce soit une différence par rapport aux autres. Parce que ce que vous avez vu et entendu dans le secret de votre cœur, personne ne l'aura entendu. Et donc la manière dont vous vous comportez ne peut pas être la manière dont le monde espère que vous vous comportez, parce que la réponse que vous donnez à ce que vous seul avez entendu et perçu, elle vous appartient. Allez, osons tous autrement. Merci. Waouh. Et n'oubliez pas, hein, les livres, là, cherchez vos livres. Très important. Je pense que j'aurai le lien de là où les gens peuvent commander et on le mettra pour que les gens puissent avoir ce livre-là. Et merci Gilles, encore pour ce bel échange. Merci. Waouh, si vous étiez là, en tout cas, merci d'avoir suivi. Je pense que c'est vous qui devez me remercier d'avoir pu vous amener quand même une pointure comme Gilles Attaï. Voilà, merci. Je vous invite à activer la cloche et à vous abonner. Donc, nous sommes sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous les meilleures versions de vous, afin que vous soyez inspirant, impactant, brillant et charismatique. Et aujourd'hui, on a eu la chance, l'honneur de recevoir Gilles Attaï, qui n'est plus à présenter. Merci. À bientôt. Merci Gilles. Au revoir. Merci. C'était chic, hein?